Bienvenue pour ce deuxième Chem Talk 2020. Nous allons aborder ce soir la responsabilité en santé, est-elle individuelle ou collective? Alors bien évidemment, je fais tout de suite un joke vis-à-vis de mon ami Guy Valencien. Ce sera plutôt la responsabilité médicale, car la responsabilité en santé, chaque individu en France est bien évidemment responsable de la santé au sens collectif, et c'est un des problèmes qui me tient à cœur, je le dirai dans l'introduction, puis on n'en parlera plus. Mais bien évidemment, ne se vaccine pas, par exemple, et qui met en jeu la société, to get a vaccine and endangers the rest of society because they get sick, then they are responsible. But I would like to discuss medical viability. Say there are charges, say there's a sentence. Can one individual, a group of individuals, be sentenced, be found liable? I'd like to give the floor to Philippe Ozemmour, and he will discuss the medical liability landscape in France. How many charges are brought and how many of these charges lead to sentencing? Je peux vous parler que ici de la chirurgie de l'anesthésie libérale. En moyenne, un chirurgien anesthésiste est mis en cause tous les 3 ans. On Et average, là, on va there are rentrer dans charges le sujet, every c'est-à-dire que 3 la years, fréquence and we're getting down to à brass laquelle tacks le patient because réclame, the elle varie frequency énormément. Elle varie of d'une claims fois tous les varies ans pour quite a un bit, chirurgien from once a d'urachie ou year un for a neurochirurgien, spinal à une fois tous surgeon les or a 2 ans pour un neurosurgeon to chirurgien once every orthopédique 2 et à years une fois for tous les 6 ans, par orthopedic exemple, pour un surgery and once every anesthésiste. Donc là, on voit 6 bien years que for responsabilité anesthesiology. collective, So en as tout you cas can en see, RC médicale, collective ça se voit à la liability, fois no, dans there's la no fréquence des such réclamations, thing. ça You se can voit see this based on the dans la frequency façon of également dont les claims patients and also réclament. the ways in which these claims are brought mettent en forward cause avant by tout la patients. personne First and qui s'occupe foremost, they Pouvez-vous nous dire un challenge petit the peu person combien de mises en who accusation en cares for France? Est-ce them. qu'elles So tendent à how many diminuer? Est-ce qu'elles tendent à charges augmenter? in Et combien France? après de Are they condamnations? rising? Are they Non. dropping? J'ai cru comprendre que la And fréquence what's était the plutôt à average diminuer, number? contrairement à Oui, ce on I sent heard une that légère this diminution, en tout cas, frequency is chez nous. dropping. Je Yes, sais pas, we're seeing a je peux pas parler slight pour decrease les autres in the number of spécialités charges. ou mes confrères. Back home, I can't speak for Et en other moyenne, doctors, dans other specialties, but 80% on des cas, average, in le chirurgien ou 80% of l'anesthésiste ne sont pas cases, responsables. the Donc une augmentation, une anesthesiologist and stabilisation the des mises en surgeon is accusation, not held liable. ou So in peut-être other est-ce que words, l'arrivée sur the depuis seem la to loi be stabilizing, de but Kouchner de maybe 2002, est-ce que vous avez because of the l'impression que l'arrivée des commissions de consultation et d'indemnisation, de l'ONIAM, de l'Office d'indemnisation, ont augmenté ou ont incité les patients à porter plus plainte, et ça a changé quelque chose pour vous? Quelle est votre position vis-à-vis de ces deux instances? La loi, forcément, en créant un guichet unique pour réclamer, a augmenté la fréquence des réclamations. Because there's a one-stop shop now, the frequency of claims is increasing. I suggest you check out our website. If we compare ourselves with the American system, pourtant, on avait l'impression, nous, qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup d'avocats qui sollicitaient les patients à porter plainte, plus qu'en France. Alors, aux États-Unis, quand vous portez plainte, vous avez en effet une responsabilité en tant que patient, vous tombez dans un système extrêmement complexe qui dépend des États, mais le montant des condamnations est beaucoup plus important qu'en France, mais la fréquence est moindre, parce qu'il n'y a pas cette facilité are much higher than in France, but the frequency of claims is Alors, je vais much juste vous poser une less question, in puis the on US than in donnera la France. parole à M. Pourchet. A quick question, and Est-ce que then vous we avez will déjà hand eu un over to retournement de Guillaume Pourchet. situation? Est-ce que vous avez déjà vu un Ah, chirurgien chirurgien se se plaindre plaindre pour une mauvaise mise en accusation ou ça n'existe que éventuellement dans le droit pénal? Ah non, ça arrive. For being falsely accused, or does it happen only in criminal proceedings? Of course, these things happen. s'ils estiment que la mise en accusation est trop disproportionnée par rapport à le motif pour lequel il est mis en cause, il peut éventuellement se retourner contre un patient. They can actually bring charges against the patient. Yes, they can. It's possible. On lui demandera But it's very difficult. We have an excellent lawyer with us. We'll ask him. Tout à fait. Mais les praticiens souffrent de ces mises en accusation. On parle de la troisième victime. C'est eux. Et c'est très difficile à gérer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils veulent soit exercer en groupe, puisqu'on a pu montrer que lorsqu'ils exercent en groupe, diminue la probabilité de mise en accusation. On a prouvé, nous, qu'à partir de 10 praticiens en exercice de groupe, ça diminue de 15%, cette probabilité. It drops by 15% as soon as you have a group of 10 physicians working together. And this is why, well, 2/3 of physicians prefer to remain self-employed, but the rest prefer to be on a payroll. So the next guy we're going to talk to is both a surgeon
au groupe Pasteur Mutualité. Et je voudrais un peu qu'il me donne l'impression au groupe Pasteur Mutualité, c'est à peu près la même chose. Et puis j'en profite pour lui poser une question subsidiaire. Y a-t-il parfois des mises en accusation pénale? And whether or not the charges can lead to criminal proceedings. Well, I'm a director for the Groupe Pasteur Mutualité, but I am here in my capacity as a physician, as a practitioner. Now, I can't give you the exact figures, unfortunately, but as you rightly said, the trend is dropping. Now, when it comes to criminal proceedings, I'm not seeing any, but these things do happen, albeit rarely, but none come to mind at this point. Quickly, I'd like to remind you that there's a lot of talk about liability, but of course, let's remember that caregivers are here to serve. We are here to help patients, and that is very important. That's a message that we need to get across. You described the rising trend, the rising number of accusations. Well, there are financial interests involved. It is in the financial interest of the patient to bring claims against the surgeon, which means a lot of pressure is being put on the surgeon. He spends a lot of time and energy trying to help the patient. So I really believe we need to remind people of this whole idea of care. Very often decisions are made for forensics reasons, and that's tragic because medicine is becoming more and more litigious. Structures qui permettent de porter plainte plus facilement. There are new entities that are making it easier for patients to bring charges. Et là, je voudrais vous poser une question à tous les deux, puis on va peut-être élargir le débat après. Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'amélioration à la fois des procédures et de toutes les méthodes, notamment je sais très bien que dans votre maison, vous avez mis en œuvre des procédures qu'on appelle l'ASPRO, c'est-à-dire les associations de prévention pour les risques opératoires. Est-ce que vous pensez éventuellement que les qualifications, les certifications vont faire que le monde chirurgical et le monde anesthésiologique et le monde médical en général, c'est vrai que je prends l'exemple de la chirurgie parce que c'est souvent le plus fréquent qu'en médecine, on parlera de la médecine tout à l'heure. As an example, we'll talk about medicine later, but do you believe that these methods, for example, the French Physicians Association for Surgical Risk Prevention, do you think that this will reduce charging and sentencing? Pour dire un peu où vous en êtes dans votre réflexion, est-ce que depuis que vous avez mis en route, notamment pour votre cabinet branché, un certain nombre de procédures, les mises en accusation ont tendance à diminuer parce que vos praticiens agissent mieux? Oui, il y avait deux questions dans la vôtre. Premièrement, donc, l'ONIAM, dans les dossiers qui vont à l'ONIAM, comme vous savez, il y en a 70% qui ne sont pas recevables. C'est quand même un système qui donne l'occasion de réclamer, mais qui rejoint quand même les 80% dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on réclame dans 80% des cas, les chirurgiens, les anesthésistes, sont pour rien. So by ONIAM, I mean the National Office for the Indemnification of Medical Accidents. Sur l'effet de la prévention. When it comes to the impact la prévention, c'est le seul moyen pour nous de contrer l'inflation naturelle de la RC médicale. Le coût des soins, il augmente de 4% par an, donc mécaniquement, quand vous avez à soigner quelqu'un toute sa vie, ou un bébé mal né, vous devez mettre dans vos provisions, c'est notre métier, ce risque sur le long terme. Donc on essaie de compenser ça en diminuant le nombre de réclamations You care for patients until the end of their lives. Alors deux chiffres qui sont You need to assez provision simples, for that. So there are two simple figures, 10 and 20%. We find that when we take action, and it is possible because we have 7,000 members, so every time there are charges brought, we're able to analyze them and dissect them. And by definition, prevention is done both individually and collectively. And we decide, okay, what's at stake here? Information or infections or the human factor. So we do a post-mortem. So over 20 years, we find that the likelihood, the loss of chances dropped by 4%, etc. So the top health authority asked us to do this exercise for accreditation. For example, for self-employed physicians, for example, would you be able to take the effects of this analysis, this joint analysis, and using all of the different factors, cumulative factors,
because we found a ratio of 20%. So between the people who are not interested in prevention, of course I'm oversimplifying here, and the people who are involved in a continuous improvement process, well, 20% is huge, considering the cost of accidents, and it's also extremely significant for an insurance company such as ours. Guillaume Pochet, do you have any idea? I think that in terms of self-employed doctors, and that was an encouragement to take out insurance policies, because we reduced the number, we reduced the insurance premium if you were certified. And 90% of self-employed physicians get certified, I think. So that's one thing. We talked about prevention and organization. Let's say a few words about that. And now we're going to talk to surgeons and maybe even a nurse. I'd like to say a few words about the human relationship. I know that in terms of sentencing, Mr. Lacaille will agree with you. He'll be speaking a little later. Very often it's because we didn't listen to the patient, it's because there was a problem. There's something specific I'd like to discuss. The relationship between the surgeon, the anesthesiologist, in terms of liability, what is their experience of that relationship? I know there are no anesthesiologists right here on set, but what about the terms for working together? The surgeon is highly individualistic. Well, I don't know. What about anesthesiologists? And basically, you talk to a surgeon when you have a disease. You talk to a surgeon first before you talk to the anesthesiologist. So what do you think? What about the possibility of shared blame, of shared liability? Yes, I believe we need to look at our history. Since the 1950s, operating theater surgeons are considered as, well, taking point. They are in the lead, and also it's a mindset. But I do believe that this whole exercise is not real anymore. We are moving into the world of shared responsibility, shared liability, and there may be conflicts between the surgeon and the anesthesiologist. In particular, at the Surgery Academy, we discussed these relationships because there's a history of conflicts between the two, and that can be difficult to manage for the team. However, we discussed this. The most important thing is trust. This relationship has to be based on trust. So the caregiver, whether the surgeon or the anesthesiologist, as long as that relationship is based on trust, you can avoid litigation. That is absolutely key. Alors on va peut-être demander à Maître Lacaille son opinion sur justement, je ne vais pas lui demander son opinion sur la relation chirurgien-anesthésiste, mais je vais lui demander dans les dossiers qu'il traite comment il sent les choses. Est-ce que parfois le leader de l'équipe, qui souvent est le chirurgien, se plaint éventuellement que son partenaire, et là je mettrais même dans la chaîne tout l'ensemble, disons, de la responsabilité chirurgicale au niveau d'un bloc quand on sait que ça commence depuis l'ouverture de la salle et donc toutes les procédures qui doivent être faites. It all starts when the operating theater opens until the patient is out of surgery. So, do you agree with Philippe Ozimour? Is it better to work together as a group, as part of a company? It doesn't matter what this company model is, rather than working on your own. Mr. Lacaille. Alors, effectivement, on va peut-être partir d'une notion juridique qui est celle de la responsabilité. Et la responsabilité, en droit français, est individuelle. On répond que de ses propres fautes. You answer for your own mistakes, your own faults, not someone else's, whether they be the anesthesiologist or the nurse. And it's a good thing that we answer only for ourselves. Ce principe a des exceptions. There are exceptions to this principle, however. Dans les cas où on n'arrive pas à bien cerner la responsabilité de l'un des membres de l'équipe médicale, to demarcate the liability of one of the members of the medical team, but we know there's been an incident and there's been a flaw in the organization, then les juges vont aller chercher with special dispensation, it's a special exception. The judges will look at several joints and several
liability. In other words, all of the members of the medical team who was found to have made a mistake will be responsible. So I do believe that using this as a starting point, we find there's a whole care organizational system. Over the past 30 years, our society has become more and more litigious from a medical standpoint. The figures are extraordinary. If we look at the number of disputes in France, in proportional terms, vis-à-vis the population, there are more claims in France than in the US. So, as we just heard from Mr. Pouchet, when a procedure is made, the surgeon and the medical team members are aware of the potential legal repercussions, and that's horrible. This could actually take away 5% of their concentration. They're concentrating on the actual medical treatment less because of legal worries. Alors, vous avez soulevé et là je voudrais vous faire un petit aparté, vous avez soulevé le problème de dire on ne répond que de sa faute. Et je voudrais un petit peu qu'on éclaire peut-être les gens qui nous regardent sur ce problème que j'aime bien, qui est cette histoire, je vais faire très rapidement, qui est cette histoire de compresse oubliée. Alors pour décrire rapidement, il y a un événement médical, on retrouve chez un patient une compresse qui a été oubliée, mais ce patient ou cette patiente a été opéré 2 à 3, 4 fois avant par des chirurgiens différents. Et finalement, on ne sait pas quel a été celui qui a oublié cette fameuse compresse. Or, il y a un préjudice puisqu'il y a bien une compresse, mais on ne trouve pas le responsable de la faute puisqu'on n'arrive pas à dire quelle est l'attitude des juges vis-à-vis de ces histoires-là. So how do judges feel about these case scenarios? You're absolutely right. Les juges, dans ce type précis de circonstances, condamnent tous les intervenants successifs. Judges will sentence every single member of the team in turn, which is unfair because obviously 4 surgeons in total, only 1 made a mistake, but they all get sentenced and they will all be involved in compensating the victim. Like I said, there are exceptions to the principle of personal liability, but there's a problem in terms of fairness, in terms of justice. Because 75% of the people involved will be sentenced for a mistake they themselves did not make. On a parlé essentiellement pour le moment d'exercice en pratique libérale, puisqu'on s'est intéressé surtout au tribunal civil. Je voudrais qu'on fasse un petit aparté, puisqu'il n'y en a pas autour de la table, sauf qu'on interviendra tout à l'heure. M. Guillaume Pourchet, qui est directeur d'hôpital à Valenciennes, il est là, il va peut-être pouvoir intervenir peut-être plus rapidement. La question est la suivante. Est-ce que vous estimez, maître, que c'est normal cette différence entre le tribunal administratif et le tribunal civil, dans la mesure où finalement le tribunal administratif il condamne en général la direction de l'hôpital sauf faute absolument avérée du praticien. Est-ce que cette dualité vous paraît normale? On en a une conséquence, et là je me tourne vers M. Zemmour, on en a une conséquence considérable au niveau du coût des assurances. That makes a huge difference in terms of the cost of insurance. En fait, c'est toujours la même idée. En matière d'hôpitaux publics, in terms of public hospitals, les médecins qui y travaillent sont les préposés fonctionnaires, mais les préposés de l'hôpital public. C'est donc leur employeur qui répond. Mais c'est pareil dans le privé, quand vous avez quand vous avez un chirurgien qui devient salarié d'une clinique privée. À ce moment-là, si un contentieux médical, c'est la clinique qui va répondre pour lui puisqu'il est salarié. La responsabilité individuelle, sur le plan de l'indemnisation, qu'elle soit civile ou publique, ne se heurte pas au principe de préposer comme étant. Si vous êtes salarié, vous ne répondez pas personnellement, c'est votre employeur qui répond. Je précise qu'il y a des domaines qui sont un petit peu dérogatoires à ce principe, c'est la responsabilité pénale. For example, criminal liability.
du public ou du privé, l'intervenant, le chirurgien par exemple, va répondre personnellement, pénalement d'une éventuelle faute qui s'approche. Mais heureusement, les procédures pénales existent en France et elles sont même assez rares. Je crois qu'elles représentent moins de 4%, in France, but they count for less than 4%, correct? 3.5%. And what about you? Pretty much the same. Bon, I don't have the merci, figure. Maître Lacueil. Vous restez bien en ligne parce que si on a des réflexions à faire supplémentaires, je reviendrai très volontiers vers vous. Mais je vais because we may have more questions for you a little later. I was planning to do this a little later, but let me turn to you. We talked about prevention, we talked about hospitals. Et j'aurais voulu à ce moment-là lui poser la question suivante. Est-ce que dans le modèle qu'il a fait à Valenciennes, et je vous demanderai mais assez brièvement de rappeler votre modèle de gestion médicale autonome décentralisée, est-ce que vous avez l'impression que dans votre modèle, vous avez moins de mise en accusation? Je préfère pas dire condamnation, je préfère dire mise en accusation. Est-ce que votre système est finalement un système qui élève, qui va aller vers le haut concernant les responsabilités? Does it have a positive impact? On vous entend pas. We cannot hear you. It might be a good idea to activate your microphone. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, parfait, oui, on vous écoute. Yes. Bon, très bien. Donc, juste pour dire que le centre hospitalier de Valenciennes est le premier centre hospitalier général de France. Donc, c'est un gros centre avec 2000 lits et places. Et il y a 5300 agents qui y travaillent. On a à peu près 500 médecins qui pratiquent dans cet établissement. Le modèle que nous avons mis en place, c'est un modèle dit d'hôpital magnétique, c'est-à-dire une très forte délégation au niveau des pôles, puisque les pôles ont 90% de mes prérogatives, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'engager des dépenses, que ce soit des dépenses de personnel ou des dépenses logistiques ou biomédicales et même des dépenses d'investissement immobilier. Ils ont la gestion complète de leur activité, de leur équipe, et en même temps, ils ont les moyens qui leur permettent d'exercer ces activités et ces responsabilités. Et donc, ce sont eux, par exemple, qui ont la gestion des blocs opératoires, de l'imagerie, qui ont également la gestion de leur personnel. Concernant la qualité, on va dire, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, puisque notre modèle est basé sur le modèle américain, qui est ce modèle qui date des années 80, qui s'appelle l'hôpital magnétique, et qui justement ont redonné du sens à la qualité des soins, puisque c'est plus un hôpital qui est gouverné par des administratifs, mais c'est un hôpital qui est gouverné par un tripode de gouvernance qui est certes un administratif, mais surtout un médecin et un soignant. Et à partir de ce mode de fonctionnement, en fait, on a inversé la gouvernance, c'est-à-dire que ce n'est plus une gouvernance hiérarchique, c'est une gouvernance de terrain qui est la donneur d'ordre, qui est la donneuse d'ordre, et c'est en fait l'administration qui vient en accompagnement et en support des décisions qui sont des décisions médicales et soignantes. Pour répondre à la question précise, est-ce que ça diminue, en comparaison avec un hôpital de la même taille, est-ce que vous avez l'impression que vous avez moins de mise en accusation? Alors, vous n'avez pas de chiffres en tête, mais déjà. Bon. Si, on a des chiffres. Quand on se compare avec les chiffres qui sont donnés, par exemple, par l'HAS, on a la Haute Autorité de Santé qui s'occupe des scores de qualité. On a des chiffres qui sont meilleurs que la moyenne nationale. Donc, si par exemple, je regarde les chiffres qui sont des chiffres de réclamation au niveau du centre hospitalier sur 150 000 hospitalisations, par exemple, on a 80 réclamations, qui est relativement faible. Est-ce que, Monsieur Ozimo, vous voulez rajouter quelque chose? Parce que je crois que vous avez aussi réfléchi sur ce sujet, même si ce n'est pas votre vocation, la protection hospitalière au sens large. Vous voulez peut-être dire quelque chose, je crois que vous en avez parlé. Oui, nous,
nous a demandé aussi de faire une étude pour les cliniques privées, de comparer le nombre de réclamations par praticien dans celles où la gouvernance des praticiens était prégnante versus celles qui étaient plutôt détenues par des tiers, des fonds, etc. Et ici encore, on a trouvé un facteur de 10% lorsque, comme vous le dites, la gouvernance est plutôt tripartite, au moins bipartite. Mais c'est le cas aussi de groupes dont l'un ici est partenaire de CHAM, qui également ont l'actionnariat médecin comme on l'avait avant. Donc on peut quand même retenir de ce petit partie du débat que finalement, quand on sait la crise de l'hôpital en ce moment, plus on donne de responsabilités aux médecins, non seulement ça leur fera plaisir, mais en plus ça peut avoir des intérêts sur le plan judiciaire. Ça c'est une information qui me paraît extrêmement intéressante. Et de qualité des soins. Bien sûr, de qualité des soins. Oui, mais si vous voulez, la qualité des soins, elle est née en fait depuis les procédures d'HAS, la comparaison, ça fait longtemps. Mais là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plus imposée par la direction qui met des procédures. Mais elle est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Guillaume Pourchet, mais elle met surtout, elle aide à faire que les médecins vont eux-mêmes faire leurs propres procédures. Et donc, je crois que c'est un élément extrêmement important pour la responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, totalement. C'est le soignant et puis, malgré tout, le médecin qui est dans l'approche un peu de coordination medical professionals, healthcare professionals are in charge of coordinating the caregiving, and the onus is on them. And they're ideally positioned to decide what's good for the patient. Soins, on va passer à deux éléments. Je vais me tourner un moment vers Madame Chrétien, qui est la présidente de l'ANFIPA, qui est president of the French National Association of Advanced Practice Nurses, ANFIPA. C'est nouveau, si je puis dire. Nous, justement, en tant que chirurgiens, on a considéré, si vous voulez, mais ce n'était pas des infirmières en pratique avancée, mais c'était ce qu'on appelait, nous, des infirmières spécialisées. Et finalement, peut-être que l'infirmière en pratique avancée est une forme d'infirmière spécialisée qui pourra déléguer un certain nombre de compétences. On avait donc comme modèle dans les blocs opératoires, on avait les IAE, on en a déjà dit un petit mot, et les IBOD, c'est-à-dire les infirmières de bloc opératoire diplômées. Est-ce que, en vous engageant dans ce nouveau métier, vous avez pris conscience que vous allez modifier la responsabilité du métier d'infirmière? That through this commitment you were changing your job as a nurse? I do believe that nurses are involved. I do believe that nurses are aware, of their own responsibility and potential liability. We provide care to patients. We implement prescriptions, which means that we're responsible for doing it right and applying the prescription. Now, in terms of advanced practice, what matters is the ability to prescribe. That's new. Nurses are now allowed to renew prescriptions for a number of illnesses that require long-term monitoring. So this means a different level of responsibility and or liability. So what am I willing to cope with? What risk am I able or willing to assume? Honestly, I don't know. I don't have a direct answer for this question. I do believe that when you cross the threshold from being a nursing student to being a nurse, that's a bigger threshold than going from being a nurse to being an advanced practice nurse. Now, this is true for me and for a number of colleagues. Motivé, voilà, merci. This is what motivated us to become nurses. Est-ce que là, on demande à la fois aux assureurs, si je puis dire, c'est vous en êtes, insurance companies. I'm sorry for representing them here in this conversation, but you already have some experience as an advanced practice nurse. Have advanced practice nurses been sentenced in these types of proceedings? You also provide insurance to self-employed nurses, hospital nurses. So could you please describe this landscape in terms of potential les infirmières s'assuraient. Bon, est-ce que ça a changé un peu le fait d'être en pratique avancée? Est-ce que les coûts de vos assurances ont changé? Je me tourne là vers un problème extrêmement clair et précis. This is a very specific, difficile, hein? And a difficult question to answer. I do believe that by definition there is increased responsibility and liability for the nurses, but at the moment that
less than 300 advanced practice nurses, and not all of them are doing their jobs because this type of practice encounters stumbling blocks. De facto, I do believe that the cost of insurance will go up. It makes sense. It's logical. But we haven't put our heads together on that yet. So, advanced practice nurses. Il y en a qui sont totalement en libéral, je pense notamment en cancérologie, are some of them entirely self-employed, for example, in cancer treatment, c'est plus facile à préparer, donc elles pourront sûrement distribuer plus facilement des chimiothérapies. On parlera tout à l'heure des problèmes de pharmacie sur la préparation des chimiothérapies. Mais est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question simple? Est-ce qu'il y a des infirmières en pratique avancée installées en libéral qui donc vont obéir à un modèle d'assurance qui rejoint les chirurgiens en pratique libérale, ou pour le moment ils sont tous salariés d'un système hospitalier ou clinique? All on the payroll of a clinic or a hospital system. Now, things are very complex for self-employed nurses. For self-employed, advanced practice nurses, from a financial standpoint, it's not even sustainable. Okay. Based on everything I just heard, and again, I would like to turn to Guillaume Pourchet, and I hope that Maître Laccueil is also listening and hearing us, even if the surgeon is individualistic, et qui donc salarie le chirurgien en partageant les honoraires, say the surgeon is on the payroll, maybe from a legal standpoint, in order to reduce the number of claims, it might be a good idea. Est-ce que finalement les quelques cliniques que je connais où il y a une structure, où il y a une équipe qui s'entend bien et qui ont un partage entre guillemets, est-ce que si partagent leurs honoraires et qu'ils partagent leur assurance, ils auront sur le plan de la responsabilité of liability? Does that lead to a decrease of the number of claims? Non, mais je pense que ça paraît assez évident que c'est une réalité en termes de risque individuel dans la mesure où on s'organise en groupe. J'en profite aussi pour rebondir sur les parcours ambulatoires qu'on met en place aujourd'hui et qui sont poussés par les tutelles, à juste titre, puisque all supervisory authorities are encouraging us that are technical advances in terms of surgery in particular, and nurses play an important role in terms of providing home care to patients, and over and beyond this type of patient management, de chacun doit suivre et proposition is being transformed. Oui, Monsieur Zemmour. And there's a joint construction effort going on. Partage des tâches différents. Yes, there is a sharing of tasks. So yes, vous organiser, vous assurer pour cela. You're responsible, you are liable, you need to get organized to cope with this type of liability. Now, the magnetic hospital model from the US, if you go to the US, if you go to Dallas or Detroit, surgeons, anesthesiologists got together, aux infirmières, l'équivalent des infirmières de pratique delegated a lot of tasks to the American equivalent of advanced practice nurse. This provides homogeneous quality care, and not only do they talk to groups of clinics, but they also talk to manufacturers in order to fund total hip replacements. So surgeons need to get together more so as to reduce the risk of litigation. D'ailleurs, nous, on a à peu près 15% de nos chirurgiens qui 15% of our surgeons work together in groups, and 15% of anesthesiologists, and they are very well organized. They're working well together, and they're part of the team. The anesthetic nurses are part of the team, and they get insurance for free. So we talked about independence. Your organization is different. You don't want to depend on a clinic or on a practitioner or a surgeon, right? What is new is that an advanced practice nurse, that's a non-prescribed job compared with the traditional nursing profession. En réalité, une infirmière, c'est dans son ADN finalement de travailler en groupe, et l'infirmière en pratique avancée encore plus. Elle est vraiment mise comme pivot dans le système de santé et dans le changement du système de santé. In the healthcare system and transformation of the healthcare system. C'est ce que je voulais dire, mais la responsabilité qui va augmenter de fait. Nurses, by definition, will see their responsibilities and their liability risk increase by definition. Well, that's not
today's discussion. We're not here to discuss nurses only. I do believe advanced practice nurses are the result of history. There was a major need to delegate skills and authority, and this brings us back to what Mr. Porcher said about care pathways. And I'm particularly familiar with cancerology, but there's a whole journey, a whole pathway in which physicians are often blamed for not talking to the patients enough, and the advanced practice nurse, I'm not saying that this is a sub-responsibility, but it's an additional responsibility, and the advanced practice nurse will take over from the physician in a number of areas, and it's also an opportunity to promote the nursing profession. After 5-10 years of practice, well, you're already performing more and more advanced technique, and you clear a threshold. And that's what happened to midwives 3 or 4 years ago. Midwives were finally allowed to prescribe treatments. Now, working together as a group seems more beneficial than working alone. Now, whether we're talking personal or collective healthcare liability or medical liability, it seems better to work together as a team or as a group. I'd like to add something, because I remembered what I wanted to say. Now, in terms of advanced practice nursing, there's an organizational protocol that is implemented. That's very important. This organizational protocol is based on a working partnership between the advanced practice nurse and the patient's lead physician. So the lead physician will refer a stabilized patient to the advanced practice nurse, and the nurse will see this patient on a more regular basis. The advanced practice nurse would monitor the patient, follow up the patient over several months, several visits, and the patient will see his referring physician maybe once a year. Now, by definition, the nurse needs to have a clear understanding of their skills or their competence, their remit. Okay, the patient is no longer stabilized, I need to refer him back to the physician. Now, advanced practice nurses have their own responsibilities as individuals, as part of the group, as part of the team. But there's an important spot that we haven't talked about. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame Pharmacies, medications. Bon, alors écoutez, on va vous poser déjà une question extrêmement claire et sur laquelle peuvent intervenir éventuellement Monsieur Zemmour, Monsieur Porcher, voire Maître Laccueil. Est-ce qu'il y a fréquemment des condamnations des pharmaciens? Et on va parler, si vous voulez, je m'excuse, on va ne parler. Vous m'excusez, j'espère qu'ils ne seront pas vexés, mais essentiellement, non pas de l'industrie pharmaceutique et de la mise en cause des médicaments, ni pour faire un procès ici à Servier ou à d'autres, mais on va parler de la responsabilité essentiellement en ce qu'on appelle en PUI, c'est-à-dire en pharmacie qu'on appelle en hospitalière, qu'on appelait avant hospitalière et qui est maintenant donc c'est pharmacie à usage interne. Est-ce que vous avez une idée du nombre de condamnations que vous avez eues à l'ordre? Et est-ce que vous voulez dire quelque chose sur comment vous vous y prenez justement pour le parcours du médicament depuis la prescription médicale, le retour à la PUI et ensuite la redistribution aux patients? Bonjour à tous, merci effectivement de me donner la parole. Donc, le pharmacien dans une pharmacie à usage intérieur a bien évidemment un rôle essentiel dans la sécurité globale de la prise en charge du patient. Et je rappelle de la même manière qu'il y a 3 types de responsabilités, la responsabilité bien sûr pénale, civile et ordinale. Donc quand on parle de condamnation, fort heureusement au niveau pénal, il y en a très peu. Thank goodness there are qui sont very directement few connues dans criminal l'histoire récente. Il y en a quelques-unes qui ont fait évidemment l'objet de médiatisation importante. But there's been a lot of media coverage over these very few également, proceedings. mais très peu, puisqu'on en revient au même débat sur la responsabilité de l'établissement. We always get back to this whole idea of the hospital center being held liable as opposed to the practitioner on a personal level. Ordinales ou par le Centre national de gestion, le CNG. Il y a évidemment quelques condamnations, mais qui relèvent plus de la déontologie que d'une faute qui porte atteinte notamment aux patients. Grounds of ethics rather than the member of the trade organization having made a mistake. Ce serait lorsqu'il n'a pas
accompli correctement avec l'aide éventuellement de sa direction, la procédure in other words, but the patient does get compensated. So what about the procedure for distributing the pharmaceutical products? The pharmacists have additional responsibilities. In the medical world, they're in charge of sterilizing the instruments and also the implantable medical devices, whether or not they can be transplanted, and also infusion equipment, de la responsabilité catheters, et s'il y a eu des condamnations pour un mésusage. Je vous donne un point très précis. Lorsque l'équipe chirurgicale dit « je veux tel produit parce que ça m'arrange pour opérer », on est dans une contrainte financière, on va vous donner, vous allez imposer un autre produit parce que voilà, vous entendez la direction. J'espère que monsieur Bourret écoute bien. Est-ce qu'il va me dire, c'est les médecins qui décident, mais est-ce que si on choisit un produit qui n'est pas tout à fait conforme parce que ça ne plaît pas à l'acteur qui l'utilise, est-ce que vous avez déjà eu ce type de conflit avec les praticiens dans un hôpital en tant que responsable de la pharmacie? Practitioners in charge of the pharmacy, the hospital pharmacy. Vraiment, tout le monde a dit on n'en veut pas et le pharmacien l'a imposé. Est-ce que vous estimez que si nobody on the medical team wanted that particular drain, but you as a pharmacist imposed it and you got your way. Puisque la responsabilité du pharmacien dans le dispositif médical implantable et notamment dans sa traçabilité s'arrête en fait au bloc opératoire. Because traceability of such devices and the pharmacist's responsibility bien évidemment, c'est là aussi la responsabilité du pharmacien de s'assurer de la qualité des produits qui doivent être conformes à un cahier des charges. Now, obviously, the quality of the product has to comply with technical specifications, and usually it's not the pharmacist who is held liable if there's a problem. Des condamnations connues Throughout history, obviously, it has happened. Notamment une affaire médiatisée aussi là encore sur la clinique du sport et sur des dispositifs qui n'avaient été stérilisés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, etc. Dans ces cas-là, bien évidemment, ça n'est plus la responsabilité du pharmacien, mais de l'usage qui peut en être fait au sein du bloc opératoire. The pharmacist who's involved, it's not the pharmacist who should be held liable, it's how the device provided by the pharmacist is actually used or misused. C'est les médecins qui décident de ce qu'ils veulent comme matériel. Mais juste pour donner une petite remarque sur les pharmaciens, on a mis en place des pharmaciens cliniques cliniciens. Et donc, ils sont incorporés aux équipes médicales et aux équipes soignantes. Et donc, en fait, quand on met en place un parcours de soins, il y a véritablement une discussion qui se fait tout de suite avec le pharmacien. Et donc, ça améliore grandement la qualité de la prise en charge. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à un sujet qui est, j'allais dire, extrêmement moderne et qui on a la chance d'avoir parmi nous également un avocat. Je ne sais pas si on a le droit de dire une avocate, j'aime pas du tout parce que les avocates pour moi c'est tout à fait autre chose. Donc un avocat, madame une avocate, on en parlera tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est très très important, c'est le problème de l'arrivée de l'informatique, puisqu'on utilise tous de l'informatique toute la journée, et en plus, si vous voulez, le problème des logiciels complexes, le problème des software, j'allais dire, on va aller jusqu'au bout même de l'intelligence artificielle. Artificial intelligence, these are aspects I'd like to discuss. Est-ce que vous avez déjà eu des affaires Question number one. De condamnation pour un défaut de protection éventuellement de base de données ou pour une intrusion par un hacker quel qu'il soit à l'intérieur de bases de données et parce que les bases de données étaient piratées et les infirmières vous serez responsables aussi. Est-ce que si vous voulez par exemple, même pour quelque chose de simple pour Madame Chrétien, elle a la base de tous ses malades dans son ordinateur et on lui vole sa base ou du moins on lui pirate sa base. Comment ça se passe et qui est responsable et qu'est-ce qu'on va vivre à l'avenir? Oui, bonsoir à tous. Donc sur le piratage des bases de données, la première chose
la première responsabilité qu'on va aller rechercher, c'est la responsabilité du hacker. Et pour cela, il y a un délit qui est prévu par la loi Godefroy et qui est l'atteinte à un système de traitement automatisé de données et qui est condamné pénalement. Donc là-dessus, oui, il y a eu des condamnations pour des personnes qui se sont introduites dans ces systèmes d'information et qui ont extrait des bases de données. Sur la responsabilité des entités ou des personnes qui vont organiser la base de données et qui sont, entre guillemets, titulaires des droits sur cette base de données, on est sur un autre schéma. On est sur des corpus réglementaires. Aujourd'hui, en matière de sécurité, on a un ensemble de règles qui est existante, sur laquelle il y a une communication forte qui est faite. Et Guillaume Poupard de l'ANSSI, qui est l'entité nationale qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information, assène très fréquemment qu'aujourd'hui, personne ne peut ignorer qu'il est soumis à un corpus réglementaire de règles liées à la sécurité. Donc pour revenir à votre point, si l'intrusion dans le système d'information a été permise parce qu'il y avait une faille de sécurité en contravention au corpus réglementaire applicable, à ce moment-là, oui, la mise en cause de l'organisme pourrait être recherchée par rapport à l'acte malveillant qui aura été commis. Vous avez profité de Mme Jonas des questions sur les bases de données particulières. On est d'accord, Maître Jonas, il est clair qu'actuellement, les dossiers médicaux doivent-ils être obligatoirement cryptés ou pas? Est-ce que c'est une erreur? Parce que c'est autre chose, mais est-ce que c'est une erreur? Et ça peut être condamnable que, par exemple, j'envoie par Internet tout simplement, j'allais dire par Outlook, n'importe quelle boîte de messagerie, un compte-rendu d'anatomopathologie qui tombe, et quelqu'un qui tombe dessus par hasard et qui le trouve, est-ce que l'individu peut être condamné? Alors, l'erreur, je dirais que dans votre question, pas l'erreur de la question, mais le point sensible de votre question, c'est la prévention, l'information, la sensibilisation de l'utilisateur. Quand vous dites, moi, chirurgien, que je commets une erreur en envoyant par ma messagerie privée un dossier médical, je vous dirais que tout dépend ce qu'on vous a demandé de faire. Ce qui veut dire qu'il y a des règles qui s'appliquent à toute donnée qui est une donnée sensible, à la donnée médicale est une donnée sensible, et vous allez devoir envoyer ces éléments, pour autant que ce sont des éléments qui peuvent sortir du cercle qui peut être partagé, vous allez devoir, on va devoir vous avoir informé, sensibilisé sur le fait que vous allez devoir utiliser des systèmes sécurisés de transmission de l'information, dont le secret médical. Si communication vous a été faite, et si à ce moment-là vous passez par un autre moyen, notamment votre messagerie sécurisée ou votre partage d'éléments de dossiers sécurisés ne fonctionne pas, vous passez par votre messagerie personnelle, alors à ce moment-là, oui, votre responsabilité pourrait être mise en cause. Oui, parce que si vous voulez, comme l'a dit tout à l'heure, on va aller de plus en plus, il n'y a pas que lui, le dossier médical partagé, c'est des choses fondamentales, et donc on peut imaginer qu'un jour, il y ait des condamnations diverses pour défaut de confidentialité et défaut de cryptage des données, et après ils volent éventuellement des données, donc là il y aura sûrement des problèmes de responsabilité qui seront complexes et pour lesquels même peut-être, en tous les cas dans les établissements, les directeurs sont très sensibles et surtout le service informatique est très sensible. Monsieur Zemmour, vous rajoutez juste quelque chose? Les plus grosses condamnations en risque cyber, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est des médecins qui ont soit laissé des données non protégées, un ordinateur dans un taxi, c'est un très très gros sinistre, ou alors qui ont partagé les données avec des établissements, et le hacker a pu rentrer ou dans le cabinet du praticien ou dans l'établissement, et là on rentre dans une responsabilité individuelle, même si la chaîne est collective, comme pour le soin d'ailleurs. Alors je voudrais vous profiter encore de votre présence, je vois que l'heure tourne, et vous demander quid, si vous voulez, d'une responsabilité concernant les objets connectés
qu'on va utiliser de plus en plus, et notamment sur la fiabilité des logiciels ou le parasitage des logiciels. Je sais que maintenant, il y a même en post-opératoire, là je me tourne même vers les il y a de plus en plus de systèmes pour surveiller à domicile les patients, toutes leurs constantes et autres. Est-ce qu'on peut imaginer que si le logiciel est perturbé, on trouve un responsable? Et je vais aller, pourquoi vous poser une deuxième question sur laquelle je voudrais que vous débordiez un peu. Est-ce que dans le concept notamment des robots et les pratiques, on peut imaginer qu'un jour, l'amélioration des techniques robotiques fait qu'il y a une véritable intelligence artificielle et que le robot tout d'un coup change? Est-ce que vous croyez qu'un jour on viendra condamner une intelligence artificielle? Alive and the robot changes. Do you think that one day an artificial intelligence could be held liable? Oui. Pour répondre à la première question, c'est toute la question qui moi me passionne des systèmes cyberphysiques. Les systèmes cyberphysiques sont tout autour de nous et ça va du pacemaker à la voiture autonome, à l'hôpital qu'on peut imaginer connecté ou à la salle d'opération connectée. La question qui se posera, c'est est-ce que le système reste sous le contrôle du chirurgien, et à ce moment-là, on aura un système de responsabilité que je vais qualifier de classique, tel qu'elle a été abordée précédemment en séance. Est-ce qu'il est hors contrôle? Si le système cyberphysique devient hors contrôle du chirurgien, c'est-à-dire qu'il génère des actions ou des prises de décision totalement autonomes, soit qu'il va être connecté avec je dirais, d'autres systèmes cyberphysiques, qu'ils vont se parler de machine à machine, soit qu'il va être alimenté notamment machine-to-machine conversation, qui vont lui permettre de générer de la décision. À ce moment-là, artificial intelligence can generate decisions. In that case, it may be difficult to hold the physician liable because he hasn't made a mistake. There's no fault involved. So what we're dealing with is quote-unquote objective liability. Let me give you an example. A cyber physical system makes a decision on the basis of the data that is being fueled to it. The data sits on servers and it's been compromised because the server has been hacked. Now, getting back to what I said before, we need to ask ourselves every single time why the server was hacked into and the body of regulatory rules, have they been complied with? Annie Sherif, who's in charge of the cybersecurity hub for the Paris Prosecutor's Office, says that cybercrime is nothing fatal because at the end of the chain, very often there's somebody who will click on a link, and by clicking on the link, the virus will enter the computer. So what we need in order to protect ourselves from cyber risk is to raise awareness. Now, in terms of liability of robots or artificial intelligence, the European Parliament is contemplating setting up a new kind of legal personality for robots. And so basically creating an electronic personality with rights and obligations. Needless to say, I can expect that's what you're thinking, but if the robot is held liable, how do they pick up the tab? How do they pay? Well, the coverage will be fueled by the producer of the cyber-physical systems and or écoutez, je trouve que vous avez remarquablement répondu à notre question, parce que mais c'est pas dire que c'est de la, mais on suggérera en tous les cas à Guy Valencien de continuer dans cette direction, car la responsabilité des robots, je trouve ça extrêmement fascinant. Et on va essayer de finir ce débat, parce que je vois que l'heure tourne. Et puisqu'on a un petit peu de temps, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est très d'actualité. J'en ai parlé avec Zemmour et un peu en aparté aussi avec M. Porcher, je pense peut-être de votre avis, la responsabilité actuellement dans cette période très particulière pandémique qui est la responsabilité face au Covid. Moi, je n'irais pas dire qu'on a la responsabilité, on ne va pas condamner ici, je peux me permettre peut-être de dire ça à Guy Valencien, les Chinois, mais je voudrais qu'on s'intéresse plutôt don't think we can or will or should hold the Chinese liable, but what about loss of chance for patients? During the first lockdown, as you well know, the academies that I am involved with
tried their best to maintain continuity care for patients, but for reasons beyond their control, sometimes the surgeons, sometimes the nurses were unable to provide that care to patients. And we can well imagine that the patient may turn against the surgeon and say, you said you would operate and you didn't, who's responsible, who's liable? Maybe the hospital should have organized the operating theater differently. Do you think patients could actually bring charges, bring claims against whoever was responsible for the fact that they were unable to get the care they needed during COVID? Le mot d'introduction de Guy Valencien de ces sessions, c'était solitaire et solidaire, si je ne me trompe pas. On y est. Solitude and solidarity. That's the key word Guy Valencien mentioned. We're not there yet. We have surgeons these days who feel terrible that they were unable to properly treat their patients during the COVID crisis because the surgery was cancelled. And also the visits, the consultations are very, very difficult. So here, there's a real intense feeling of solitude among these surgeons. They feel alone. Look at orthopedic surgery. Several liability, personal liability for surgeons. Now, in 10% of cases, the anesthesiologist is also accused, and in 90% of cases, it's the hospital as well. So that's what happens for elective surgery. And now they find themselves in the following situation. And it's a very difficult situation that we're experiencing with them. It's quite a stumbling block. The loss of chance. There's a real risk of loss of chance when decisions are made to cancel a surgery or a procedure. So they need to decide together how urgent the surgery is, and then talk to the clinic and decide or ascertain the loss of chance and for the patient and decide maybe to j'allais dire, est-ce que la mise en procédure et en tentative de décision collective ne diminue pas la responsabilité individuelle? Je m'explique. Ça veut dire que quand, si on fait une RCP, tout ce que vous voulez, et qu'on dit, on prend telle décision, tout le groupe qui était à la RCP pourrait être responsable de la mauvaise décision. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de condamnation de ce type d'un groupe collectif qui a pris une décision. C'est quand même l'individu qui fait le geste qui est responsable parce qu'il a accepté la décision. Et donc ça, c'est un élément. Est-ce que vous avez une peut-être mettre l'accueil. C'est ces décisions qu'on prend de plus en plus en groupe parce que vous savez qu'on fait de la concertation partagée et qu'on est tous même à... Et alors, c'est peut-être là aussi on met le malade en cause. Le malade ne va pas s'auto-condamner. Il a accepté la décision, il a prise. Enfin, the patient is, what if claims are brought against the patient? Ce débat, que chacun s'exprime un peu sur ce sujet. The patient is not going to self-incriminate, is he? C'est un débat passionnant et même les tutelles, par exemple, on a des parcours de soins, des prises en charge qui nécessitent des supplémentations en vitamines et il n'y a pas de remboursement, donc on peut élargir encore vitamin supplements, and these are not covered by social insurance. Tout et son contraire. Mais like Schopenhauer says, you can prove everything, and the opposite, and the contrary. So we need to look at the reality. Discussions, sharing. In terms of risk management, it's better to share out the risk between several individuals. For a long time, we thought that the surgeon was all-powerful, that the surgeon was God. Unfortunately, we're moving away from that. There's no way you can control absolutely everything or monitor absolutely everything. So when you share out the risk and the several people involved, that makes us stronger as a team. Now, maybe there are prior agreements among the team that can help reduce personal liability. What we need is to find the legal remedies. La décision collective n'entraîne pas l'irresponsabilité, ne permet pas justement l'irresponsabilité. So maybe a collective decision leads to a loss of a personal liability. Par exemple, dans votre spécialité en Bretagne, 10% of elective
surgeries have been cancelled or postponed. I understand things are a little harder in the Lyon region, but the regional healthcare agency, the ARS, is involved because it makes a decision that applies to every clinic, but by definition, the surgeon stays on the front lines. But in our history, has anybody ever found an ARS agency guilty of making a mistake? I don't have an answer to that. But what you're discussing is being discussed on the news. There's an article in Le Monde today à la suite des différentes plaintes qui ont été déposées dans le contexte Covid, mais c'est surtout contre des organismes ou des institutions qui ont pris des décisions, qui ont effectivement pu avoir des conséquences sur la prise en charge des patients. Donc ça sera évidemment très intéressant de regarder de près ce que vous donnez ces enquêtes qui viennent d'être ouvertes aujourd'hui par le parquet. Merci de cette information. Alors je voudrais, si vous voulez bien, pour conclure ce débat, parce que je vois que l'heure tourne, je retiendrai que finalement le médecin, les infirmières restent quand même très très responsables, et tant mieux, parce que c'est une des grandes voies de ce métier d'être responsable à titre individuel, mais que par contre on a quand même intérêt, et c'est le conseil des assureurs et vraisemblablement des juristes également, à travailler en groupe, puisque quand on est en groupe, on est peut-être moins attaqué, en tous les cas on se défend peut-être mieux aussi, donc ça c'est intéressant. Et l'autre chose que je retiens, je remercie excusez-moi, voilà, Monsieur Bourret de nous l'avoir bien rappelé, que la gouvernance par les médecins est une chose qui est extrêmement satisfaisante puisqu'elle permet de progresser, qu'elle permet vraisemblablement de diminuer le risque de mise en condamnation, que ce soit à titre individuel ou collectif, et ça, je crois que l'expérience de votre hôpital va servir de modèle non seulement sur le plan économique, ça c'est une chose, mais c'est un problème sur lequel on ne va pas s'étendre ce soir, mais en tous les cas sur le plan de la virtuosité, j'allais dire, des médecins concernant la responsabilité. Je vous remercie beaucoup. Cher Richard Villet, merci infiniment à vous toutes et tous pour ce remarquable débat sur la responsabilité collective et individuelle. Merci encore, merci à celles et ceux qui sont présents sur le plateau et à ceux qui sont en distanciel. Et nous nous retrouverons pour le dernier Cham Talk mardi 8 décembre à 18h autour de Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, sur un autre très beau thème, la solidarité ne sera jamais confinée. There will never be a lockdown on solidarity. Thank you.